Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de cette sortie d'hiver, de cette entrée dans ce beau printemps qu'on attend depuis si longtemps. Moi, je suis dans la région plutôt centre-ouest de la France, aux alentours de Poitiers, donc Poitou-Charentes. Et donc on a un hiver plutôt gris, très pluvieux. Et j'ai pas encore mis en place toutes mes cuves de récupération d'eau pluviale. Ce sera des choses que je vais faire dans les mois à venir. Mais en tous les cas, ça remplit bien les puits. Je dépends pas mal du puits de la ferme. Et donc la grande nouvelle, c'est que ce jardin, ce biotope que je développe depuis bientôt 7 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est celui chez mes grands-parents. Et donc nous allons emménager dans la ferme de mes grands-parents, car malheureusement ils nous ont quittés tous les deux l'année dernière, après près de 71 ans de vie commune. Ils sont partis à 15 jours l'un de l'autre. Donc c'est toujours une grande déchirure. Mais j'avais dit à mon grand-père, avant qu'il parte, que mon souhait c'était de finir ma vie dans sa ferme comme lui, qui est la ferme où est né mon arrière-grand-père. Donc pour vous dire à combien ça me tient à cœur. C'est ici que j'ai développé mon premier jardin. Et voilà, mes grands-parents sont partis vers l'au-delà. Et moi, avec ma petite famille, eh bien, on arrive après eux. Donc on donne une troisième vie à cette ferme. Et le cœur, ça me fait très chaud au cœur. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous comprenez à quel point j'essaie de donner du sens à tout ce que je fais, de faire du mieux que je peux, et surtout, comme en permaculture, de connecter tous les éléments. Et bien maintenant, de rentrer dans un premier temps en tant que locataire de cette ferme, dans l'espoir d'avoir rapidement un prêt pour pouvoir devenir propriétaire. Et bien, combien le fait de venir ici, là où est né mon arrière-grand-père, donc je suis la 5e génération, et dans l'objectif que ce soit ma dernière destination, ma dernière maison. Et donc c'est pour ça que je donne tant d'amour et de passion dans le développement de ce biotope, dont je vais vous en partager un fragment aujourd'hui encore. Donc on se retrouve. Aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite vidéo dans ma serre, puisque les semis ont commencé. Moi, j'ai commencé mes semis fin février. Et bon, je vous ai déjà fait des vidéos sur ma serre. Vous les retrouvez dans la série Mon jardin en permaculture. Et j'ai fait plusieurs actes sur ma serre, sur mes choix, pourquoi je l'ai mise à côté d'une haie avec un feuillage persistant. Le fait de cultiver la zone qui est sur le bord de ma serre, évitant une zone d'assèchement avec une mare intérieure-extérieure pour la biodiversité, pour l'eau, pour la biodiversité, pour apporter une masse thermique à l'intérieur. Bref, tout cela, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous en retoucher 2 mots. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, assez digeste et qui puisse vous apporter des éléments complémentaires. Et là, ça fait donc la 3e saison de cette serre. 3e été. Autant vous dire que d'année en année, ça se passe de mieux en mieux. Je vais même vous montrer un petit peu mes zones de culture, hein. Comme quoi toute la matière organique qu'on collecte, toute la matière organique que nous produit la nature, que ce soit les branches d'arbres, que ce soit la tonte d'herbe, que ce soit tout ce que la nature produit, les feuilles mortes, etc. Eh bien, il suffit juste de le conserver et de le remettre en couvre-sol, en amendement dans nos zones. C'est absolument merveilleux, hein. Moi, ça fait que 7 ans que je travaille sur la permaculture, que je développe des biotopes comme ça. J'en ai développé plusieurs en Ile-de-France. Et maintenant qu'on est revenu ici, dans le Poitou-Charentes, je me concentre principalement sur mon biotope. Et je peux vous dire que même en plein hiver, c'est profondément réjouissant de voir cette nature, de voir à quel point le vivant est extraordinaire, dépasse absolument toutes les technologies numériques, intelligence artificielle que peut produire l'humain. C'est de la grande rigolade à côté de ce qu'est la nature. Notre société de consommation a tendance à nous faire penser que tout est là, tout est déjà là dans la nature. Et c'est ce qu'il y a de plus proche de la perfection, et que toutes nos technologies, ce n'est que de la rigolade à côté de ce qui se passe là, parce que ça, c'est l'équilibre. L'équilibre parfait. Donc voilà, je vais vous partager aussi mes techniques pour les semis. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez réviser un petit peu ce que je vais vous dire. Donc ma façon de faire, donc c'est absolument pas une méthode
exemplaire ou quoi que ce soit, mais c'est ma façon de faire. Quand on travaille dans le naturel, on est des artisans, on est des artistes du vivant. On a chacun sa façon de faire, mais on met aussi de l'esthétisme dans ce qu'on fait. Moi, j'ai choisi d'avoir une zone centrale avec un plan de travail, une chaise, une vieille chaise de mes grands-parents, qui me sert quand je fais mes petits semis. Dessous, ça me sert pour ranger mes affaires, donc bien évidemment collecter mon urine. Désolé pour les âmes sensibles, c'est mon urine. Et oui, l'urine, ce n'est pas sale, ce n'est surtout pas à envoyer dans l'eau potable et dans le tout à l'égout. Non, non. Conservez votre urine, les amis, conservez votre urine. Vous mettez 10% d'urine dans votre seau, dans votre arrosoir, c'est un engrais, un fertilisant extraordinaire. L'urine, c'est magnifique. Et les excréments, avec des toilettes sèches. Là, j'ai créé avec un ami un modèle de toilettes sèches. Je vous ferai une gamme de toilettes sèches. Je vous ferai une vidéo sur la TikTok TV à ce sujet-là. Et bien, les excréments, après compostage, c'est un fertilisant, c'est un engrais horticole. Je partagerai aussi les techniques pour que ça se composte plus vite. Et donc, en seconde partie du centre de ma serre, j'ai créé une couche chaude. Voilà. Donc, vous l'avez déjà vu. Je vais vous en retoucher 2 mots. Voilà. Vous voyez, donc aujourd'hui, il fait soleil. On a un beau soleil. Et dans ma couche chaude, j'ai une température de 45. Donc là, j'ai mis des bois comme ça, rétractables, que j'enlève juste pour tenir ma bâche pour pas qu'elle tombe. Et donc, vous voyez, là, j'ai fait tous mes semis dans cette couche chaude fin janvier. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une couche chaude? Donc, alors, les magasins de jardinage, etc., vont toujours nous vendre, par exemple, des tapis électriques, des tapis chauffants. C'est un tapis qui se déroule sur lequel vous mettez vos semis et qui va chauffer un minimum pour que la température soit toujours positive et frise les 15-20 degrés. Mais figurez-vous que vous pouvez faire encore mieux sans électricité et sans rien acheter. C'est tout simple, c'est le principe de la couche chaude. C'est vieux comme l'Antiquité des temps. Bon, je m'avance un petit peu sur la durée. C'est peut-être pas si vieux que ça, mais c'est que du bon sens. C'est que du vivant. Et comme on dit dans la permaculture, que chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. L'intérêt de la couche chaude, c'est que je vais mettre, vous voyez, une couche de paille. Vous pouvez mettre du fumier. Moi, il y a une chose qui marche très bien, c'est avec la tonte d'herbe. Vous faites des lasagnes, vous mettez 20 cm de paille, 15-20 cm de tonte d'herbe fraîche. Pareil, 15-20 cm de paille. Vous faites plusieurs lasagnes comme ça. Vous montez dessus pour bien tasser avec vos pieds et ensuite vous arrosez abondamment. Et ensuite, vous mettez une bâche plastique. Donc ça, moi, c'est ce qui me restait de ma serre, bien épaisse. Je mets des morceaux de bois comme ça, qui me permettent d'éviter que la bâche tombe au milieu. Et là, vous allez avoir une zone chaude parce que ça va fermenter. La tonte d'herbe avec la paille vont fermenter avec toute l'eau que vous aurez mis. Il faut bien l'arroser, bien la tasser avec les pieds. Et là, vous allez avoir une zone. Même si dehors, moi, ma serre est relativement grande, elle fait 50 mètres carrés, donc 10 mètres de long par 5 de large. Et pour moi, c'est une taille idéale vraiment pour un potager familial. Donc nous, on est 3 à la maison, mais on a aussi nos grands-enfants qui viennent pendant les vacances scolaires. Donc on est quand même principalement 3, mais je peux vous assurer que même pour 5, si on était tout le temps 5, ça suffirait amplement. Une serre de 50 mètres carrés. Donc je rappelle que ça, c'est une serre de maraîcher, une serre professionnelle. Je l'ai achetée comme Damien Decars sur Serre en Direct. Ça va quand même coûter 1 400 €. C'est quand même un gros investissement, mais c'est durable dans le temps, de par sa structure. Mais la bâche, au bout de, on peut dire 12-15 ans, j'ai un ami qui l'a gardée pendant 20 ans, mais il faudra la changer. Mais l'écosystème que vous allez créer dans cette serre est très complémentaire avec tout ce qu'on va pouvoir faire à l'extérieur. Donc c'est toujours l'idée de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc dans ma serre, moi, je m'en sers vraiment comme une zone de production, mais ça commence pour les semis, ça commence pour nos bébés, ça commence pour la production des plants. Donc c'est tout d'abord une pépinière en début de saison. À partir du mois de février, là, on va pouvoir faire nos jeunes plants. Voilà. Donc pareil, moi,
j'ai acheté comme ça, vous voyez, des plaques alvéolaires qui sont assez profondes, qui sont pas rondes, mais rectangulaires. Ça démote mieux, les racines à l'intérieur tournoient moins, elles sont plus verticales. Et du coup, quand vous sortez un plan de cette taille-là, parce qu'il y a plein de tailles différentes, pour moi, c'est la taille idéale. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je prends un crayon, un couteau pour vous montrer. Voilà. Je prends un vieux couteau comme ça. Vous voyez, après, quand je veux démoter, je fais comme ça. Et voilà. Et là, vous avez votre plan avec toutes les racines. Et là, je pourrais les remettre dans des pots pour que la plante continue sa croissance. Donc l'intérêt de la couche chaude, comme ce que je vous disais, c'est que là, vous allez pouvoir donc produire vos plants, mais que toute cette matière, dès qu'en février, la température est fraîche extérieure, donc vous surveillez pour toujours avoir 15-20 degrés la journée. Si la température baisse, soit vous pouvez avec une fourche mélanger un petit peu, ou alors soit tout simplement remettre un fond de tonte d'herbe. Vous mettez 15-20 cm de tonte d'herbe et 15 cm dessus de paille, et vous re-arrosez et vous retassez en montant dedans, et vous allez voir, ça va rechauffer, ça va chauffer. Et c'est incroyable, parce que d'une part, vous n'utilisez pas d'électricité, vous n'achetez pas de tapis électriques qui peuvent tomber en panne et qui pompent de l'électricité, et surtout, deuxième point important, c'est que vous êtes en train de préparer votre terreau à semis et le terreau de rempotage de l'année prochaine. Puisque c'est-à-dire que, à force moi, de cumuler les couches comme ça, de matière organique, donc là principalement de tonte d'herbe, on pouvait mettre du fumier aussi, ça marche très bien, ce que je faisais avant, eh bien, dans un an, j'aurai là-dessous, en février l'année prochaine, là nous sommes le 23 mars, j'aurai du terreau, j'aurai au moins 3 gros sacs de terreau horticole que je pourrais tamiser, faire du terreau à semis avec, etc. C'est juste extraordinaire, c'est-à-dire que sans rien faire, en m'occupant de mes jeunes plants, je suis en train de faire le terreau horticole et le terreau à semis de l'année prochaine. C'est extraordinaire. Je fais ça depuis 2 ans et je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Maintenant, l'idée pour nos semis, c'est qu'ils grandissent dans un endroit, donc on a dit chaud et humide. Donc là, la façon la plus simple pour moi et la plus efficace, c'est que mes alvéoles trempent toujours dans un bon centimètre d'eau. Vous voyez là, on a toujours de l'eau. Je mets de l'eau au fond, voilà, et comme ça, je n'ai plus à arroser par-dessus. Si vous avez 1 ou 2 cm d'eau au fond, donc là, j'ai acheté des bacs qui sont des bacs de rangement pour mettre sous les lits, de la même taille que mes plaques alvéolaires, eh bien, par capillarité, l'eau remonte et mon terreau est toujours pas trop trempé, mais le terreau est toujours humide, comme il faut. Et maintenant, tellement ça fonctionne bien, ça, je ne mets plus qu'une graine par alvéole. Vous voyez là, je crois, c'est 96 alvéoles que j'ai là. Donc là, j'ai 96 plants de tomates. Et je me permets de ne mettre qu'une graine, et j'ai un taux de germination qui n'est pas à 100%, mais pratiquement. On voit que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Sur 96 alvéoles, sur 96 graines, j'en ai que 7 qui n'ont pas pris. Et attendez, elles vont peut-être sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont au chaud et dans un environnement humide grâce à la bâche que je mets dessus. Donc dès qu'il fait chaud ici, j'ai 2 moyens de mesurer. J'ai un thermomètre dans ma couche chaude, donc là on a 41 degrés. Et j'ai un thermomètre dans le milieu de ma serre. Donc là, j'ai 32 degrés. Donc là, je viens. Bien évidemment, c'est quand même trop chaud pour eux. Je viens et j'ouvre ma bâche la journée. Et le soir, je la remets. Donc je ne fais que de la surveillance. C'est le plus important. Surveiller. Puisque là, c'est la nature qui travaille. Nous, permaculteurs, jardiniers du naturel, on n'est que des accompagnants, des organisateurs. On organise les choses. On pourrait dire on contrôle, mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais il y a quand même du contrôle dans ce qu'on fait. On contrôle
on contrôle quand même les choses, mais on laisse vraiment travailler la nature. C'est elle qui travaille pour nous. Alors, dans cette serre, la nouvelle chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai intégré un citronnier yuzu, ici, que j'ai mis à l'intérieur. Et donc, on en a acheté 2, en fait. Donc, j'ai testé, puisqu'on en a 2, donc ce sont des arbres greffés. Le yuzu peut geler, je crois que c'est à moins 30. Donc ici, on n'a pas de gelée à moins 30. Donc j'en ai mis un à l'intérieur et j'en ai planté un autre à l'extérieur. Et je vois comment ça se passe. Et donc je les ai repiqués en terre en février, début février. Et celui qui est à l'extérieur est en plus bonne forme. Donc l'idée, c'est d'intégrer des agrumes dans la serre. Et ici, j'ai intégré non pas un agrume, mais un abricotier, de la famille des prunus, un abricotier. Parce que ici, on a beaucoup de problèmes pour avoir des abricots, puisque il va fleurir très tôt, et ensuite, la moindre gelée, il perd ses fleurs et il ne fructifie pas. Donc, je vais expérimenter ici, dans cette zone centrale, de mettre le plus possible d'agrumes dans la serre. Voilà. Donc ça, c'est un premier choix. Donc, revenons à la couche chaude ici. On y voit pratiquement, je vous dis, un taux de germination qui est peut-être à 98%. On voit les choux chinois là, qui faut vraiment que je les repique en terre. On a les blettes, les prunes d'Inca, donc ça c'est l'amour en cage, mais elles sont beaucoup plus grosses, une variété beaucoup plus grosse. C'est des petits arbustes, vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là le céleri branche qui est en train de germer. L'Artemisia annua, donc ça j'en fais chaque année parce que moi je sèche ensuite les feuilles, je m'en fais des tisanes tout l'hiver et c'est une plante extraordinaire, la meilleure plante contre les maladies infectieuses comme tout le monde le dit. Des poireaux, des betteraves, de la laitue, du basilic, alors lui il arrive tout doucement, du basilic, et là des tomates jaunes, des tomates noires de Crimée, des tomates de Berrao, ça c'est mes graines, les tomates des Andes et la tomate cœur de bœuf. Et là je fais germer, comme chaque année, 4 pépins de pommes, pour avoir 4 pommiers que je vais intégrer. Donc ensuite, dans la partie gauche de la serre, donc là, des vivaces, des fruitiers, donc là, des framboisiers, là, un framboisier. Hein. Ici, un pied de verveine citronnelle qui est en train de faire ses premières feuilles. Ici, des boutures de vigne. Un raisin extraordinaire, un raisin de table au gros grain blanc hyper sucré, un raisin de table extraordinaire. J'en ai fait plusieurs boutures, voilà, celle-ci, voilà. Celle-ci, elle a 2 ans. Celle-ci, elle a 1 an. Et là, il est en train de sortir ses feuilles. Donc, quand on a une serre comme ça, moi, je l'arrose l'hiver. Peut-être, allez, 1 fois par mois. J'arrose abondamment mes zones de culture. Donc là, en fin de saison, en novembre, j'avais tous mes plants de tomates sous toute cette bande, rappelez-vous. Je les ai coupés, je n'ai pas arraché les racines, j'ai coupé les racines, parce que comme ça, les racines à l'intérieur vont se décomposer, créer de la matière pour la biodiversité des sols, pour tout le réseau mycorhizien, pour tout le réseau bactériologique, pour tous les vers de terre, toute la vie du sol. Ça leur fait de la nourriture, le fait de couper les racines et les laisser pourrir dedans. J'ai mis à plat tous mes plants de tomates et j'ai mis un petit peu de fumier que j'ai récupéré à côté chez des gens qui ont du cheval, et après un gros paillage. Et 1 fois par mois, je vais arroser. Et donc, je vais vous montrer une chose qui est juste extraordinaire, parce qu'on dit qu'en permaculture, les biotopes qu'on développe en collaboration avec la nature, hein, on ne rentre pas en guerre contre elle, tout ce qu'on lui prend, on lui redonne. Hein, moi, je jette jamais de feuilles mortes, donc tout ça, toute la matière organique, réfléchissons comment la revaloriser, la redonner au sol, pour nous permettre d'être de plus en plus autonomes. Eh bien, quand on dit qu'en permaculture, les sols sont de plus en plus fertiles d'année en année, et de plus en plus productifs, c'est pas une légende, c'est tout à fait ce qui se passe. Je peux vous le confirmer en ayant développé 4 biotopes différents sur plusieurs années. Et alors, j'en profite pour faire de la publicité. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Esprit Permaculture, édition Très Daniel, qui est sorti il y a 1 an, qui est un gros livre de 560 pages. Donc, je voulais organiser en 100 fiches pratiques pour passer à l'action. Et tout ce que je vous dis là, je vous l'ai transmis dans le livre. Moi, je ne pense pas que ce soit spécialement quelque chose de durable, YouTube.
Mais par contre, l'ouvrage, le livre, ça c'est quelque chose de complètement durable et un vrai outil autonomiste, c'est la littérature. Donc là, je vais vous montrer une chose, c'est que je vais plonger, là j'ai pas décompacté du tout, hein. J'avais juste passé la griffe en novembre dernier, quand j'avais couché tous mes plants et mis la paille. Et là, regardez bien, je n'ai pas labouré, bien évidemment, et je n'ai pas décompacté le sol. Regardez, j'ouvre la zone. Voilà, donc vous voyez à quel point ma terre est noire. Voilà. Donc, je creuse à la main sans problème, et je n'ai absolument... Regardez toutes les racines qui se décomposent, tous les vers de terre qu'il peut y avoir, regardez. J'en ai plein. Regardez, ça grouille de partout. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais il y en a partout. Ce sont eux, mes collaborateurs. Ce sont eux que je nourris. Ce sont eux que j'invite à venir coloniser, développer, créer ce sol fertile. Vous vous rendez compte, sur une poignée de sol comme ça, de sol vivant, c'est ce qu'on appelle du sol vivant, vous avez près d'1 milliard d'organismes, non, on dit même près de 6 milliards d'organismes vivants. Alors que dans un sol qui a été labouré, vous n'avez pratiquement plus rien. Jamais laisser le sol à nu comme ça. Même s'il y en a qui disent qu'au printemps, il faut découvrir le paillage, etc. pour faire réchauffer la terre. Moi, je suis pour... J'ai confiance dans la vie, j'ai confiance dans le vivant. Pour laisser le paillage tout le temps. Voilà. Et je vous mens pas, si je vais dans une autre zone ici, où j'ai pas touché depuis 7 mois, regardez. Ma terre est complètement décompactée. C'est du terreau horticole. Regardez. Quand on voit des grosses larves comme ça, moi ça me fait pas peur. J'ai besoin de toute cette vie. Et je les invite à se développer. Ce sont eux qui vont m'apporter un sol très riche, riche en phosphore, riche en tout ce que les plantes auront besoin pour se développer. Donc voilà, j'en termine bientôt avec cette vidéo. Donc encore une fois, je vous redis que j'ai créé une mare à cheval entre l'intérieur et l'extérieur de la zone pour donner de l'eau pour les oiseaux et pour les autres animaux. Tiens, il y a ma chienne qui est là. Voilà. Donc là, c'est un vieux timbre de mon grand-père pour les chèvres, pour qu'elles boivent. Moi, je l'ai mis là. Ça me fait en plus une masse thermique pour avoir eu de l'eau dans la mare, de l'eau ici. Et quand j'arrose ici mes zones, ça crée vraiment ici un biotope chaud et humide. Et c'est vraiment ce qu'aiment les plantes. On va dire, oui, mais attention le mildiou. Moi, j'ai pas peur du mildiou. Et là, vous voyez, dans ma mare, on a des algues qui se développent. Donc je ne cherche pas à les supprimer complètement parce que là maintenant j'ai des grenouilles, donc c'est elles qui m'indiquent que mon eau est saine et j'ai plein de ditiques, des insectes dans cette mare. Donc je remets régulièrement de l'eau, elle s'évapore, mais je n'enlève pas toutes les algues, j'en laisse parce que c'est sur ça que les insectes vont venir se poser et c'est ça que vont venir manger les grenouilles. Donc je leur ai mis des tuiles au fond, ça leur fait des parfaits refuges pour elles. Et une plante aquatique ici qui va venir aussi filtrer l'eau. Donc voilà. Et donc là, pour terminer, une autre bouture de vigne que j'ai fait il y a donc 3 ans. Hein, vous voyez que je vais laisser, et qui ici va faire une grosse tonnelle dans le futur. Et là, j'ai commencé à faire des radis. Donc là, vous voyez, j'avais toute cette zone-là. On a commencé à les manger, des radis flamboyants. Et puis là, vous voyez, là, j'ai fait plusieurs lignes de radis. Donc j'ai juste repoussé mon paillage au fond, que je ne supprime pas, et j'ai fait mes ronds de radis, et j'arrose avec de l'eau, avec un peu d'urine toujours dedans. Et là, vous voyez une planche avec des salades, des poireaux. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura apporté d'autres clés autonomistes, vous permettra de passer du bon temps au jardin, de régénérer votre âme, vous faire du bien et puis aller vers cette décroissance éthique et écologique dont on a tous besoin. Merci beaucoup. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.